Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver au troisième et dernier webinaire REV 3, consacré cette fois-ci à l'efficacité énergétique à Port-de-l'Île. Je suis Xenia, chef de projet REV 3, et j'ai le plaisir de vous présenter nos 4 intervenants. Aujourd'hui, donc, au programme. Est-ce qu'on peut changer? Alors, nos 4 intervenants aujourd'hui, Alain Lefebvre, directeur général de Port-de-l'Île, présentera l'engagement des ports dans la démarche REV 3. Tanguy Ledoux, chef de projet REV 3 à la CCI de région, donnera quelques exemples de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les aides existantes dans la région. Monsieur Nicolas Hernigou, dirigeant de Cohérence Énergie, présentera les modes de valorisation des énergies renouvelables électriques, notamment photovoltaïques et éoliens. Et Jean-Marie Larzabal, responsable du patrimoine à Port-de-l'Île, présentera nos actions en cours et à venir pour rendre le port plus efficace en termes de la consommation d'énergie. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme. Après chaque intervention, il y aura un petit temps d'échange pour justement répondre à vos questions. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Alain Lefebvre pour l'ouverture de ce webinaire. Oui, merci Xenia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, c'est notre troisième webinaire, REV 3. Donc, après la mobilité et l'économie circulaire, nous allons parler aujourd'hui, effectivement, d'efficacité énergétique. Alors, comme lors des 2 premiers webinaires, j'insiste sur le caractère extrêmement important de l'implémentation de REV 3 au sein du port de Lille. Donc, c'est un outil de développement pour le port. Au-delà de tout ce que nous devons faire en interne, c'est également un développement d'activités importantes liées aussi en grande partie, comme on l'a évoqué dans le séminaire sur la mobilité, par rapport à la voie fluviale. Et donc, c'est toute la communauté portuaire qui est concernée par cet aspect REV 3 parce que c'est un élément majeur en termes d'intégration urbaine, un des éléments en termes d'intégration urbaine, donc de démontrer au sein de nos différents partenaires, de nos différents voisinages, environnements, que nous travaillons très fort sur les différents piliers de la troisième révolution industrielle, donc dans un cadre également d'entreprise d'économie responsable. Au niveau du port de Lille, il est clair que pour nous rattacher directement au contenu d'aujourd'hui, le patrimoine est également un élément extrêmement important, avec pas loin de 300 000 mètres carrés d'entrepôts, bureaux en tout genre, avec les évolutions réglementaires, comme le décret tertiaire. C'est l'ensemble du port, pas ce que l'on appelle communément les autorités portuaires qui sont concernées, mais toute la communauté portuaire. Alors, il est clair que du côté du port, nous avons pas mal d'actions à entamer, à lancer, soit de notre part, soit en partenariat avec les membres de la communauté portuaire, de nos clients. Et donc, c'est ce qui va être développé, notamment par Jean-Marie Larzabal, qui au port est chargé d'administrer dans un sens dynamique le patrimoine immobilier de Port-de-l'Île. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Je te recède la parole, Xenia, pour la suite du programme. Merci. Excellent, merci Alain. Voilà, j'invite Tanguy Ledoux de partager sa présentation et voilà, nous présenter un petit peu les aides existantes dans la région et REV 3 en général. Merci Tanguy. Bonjour à tous. Le partage, c'est OK pour tout le monde? Alors, je vais faire en 2 temps. Hein. Alors,
très rapidement, mais là-dessus, je pense que tous ont déjà eu. Effectivement, en région, il y a quand même une belle dynamique REV 3 qui vise à rendre décarboné et créateur de valeur et d'emploi la région comme elle a pu l'être par le passé sur la première révolution industrielle, avec la force de la région quand le charbon était au sommet de l'Europe. Et puis, seconde révolution industrielle avec le pétrole, on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Et du coup, la réflexion était c'est quoi le coup d'après et comment on accompagne tous les acteurs, et notamment vous, entreprises, sur ces sujets-là, et notamment l'efficacité énergétique. Et pour vous, entreprise, c'est quoi l'efficacité énergétique? Donc, vous êtes tous de toutes tailles différentes, mais finalement, vous allez avoir des problématiques qui vont être un peu similaires. C'est juste l'ampleur qui va changer. C'est ce que je dis souvent entre un consultant indépendant qui travaille de chez lui et ArcelorMittal, c'est la proportion qui va changer, alors, sacrément, mais c'est la proportion qui va changer. Vous allez tous consommer de l'énergie. Alors forcément, quand on est consultant, dans une moindre mesure, là, on va entendre les entreprises plutôt tertiaires et manufacturières, des utilités, la production de froid, de vapeur, l'éclairage, l'air comprimé. Pour produire, vous avez vos matières premières, transformées dans vos process, donc les fours, les séchoirs, les presses, les engins de manutention, vos produits sortants et vos coproduits, vos déchets, etc. Et donc, sur tous ces axes-là, il y a des actions qui sont envisageables, qui sont menables de manière en plusieurs niveaux. C'est comme ça que nous, on approche un peu la chose. Il y a d'abord le bon sens paysan ou le gros bon sens, qui est le faire avec moins, puis le faire avec mieux et enfin le faire différemment. Pour prendre un exemple très concret, on va prendre l'efficacité énergétique on va dire lumineuse, par exemple. Dans votre entrepôt aujourd'hui, vous avez, admettons, 100 ampoules néon. Très bien. Le faire avec moins, c'est déjà, est-ce que j'en ai besoin de 100? Est-ce que j'en ai pas besoin de 80? Une fois qu'on a réduit ça, le faire mieux, sur ces 80, combien je peux en passer en LED? Je fais mieux. Et le faire différemment, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de lumière artificielle? Est-ce que je ne peux pas gérer différemment mon efficacité, mon besoin sur la lumière? Donc, c'est un exemple un peu béotien, mais qui permet bien de comprendre le mode de pensée à avoir en général chez vous. Et un petit exemple, en dessous, c'est sur un matériel type moteur, donc moteur, compresseur, donc ça c'est valable chez tous en général. C'est une petite étude qui avait été faite par la T2E il y a quelques années sur la répartition du coût global. Et là, on est au-delà du faire moins, faire mieux, faire différemment, c'est penser global. C'est qu'aujourd'hui, souvent, un matériel va être acheté sur son coût d'achat, sachant que le coût d'achat représente moins, à peu près, 2,5% de son coût total sur 10 ans. En général, un compresseur, un moteur, vous le gardez 10, 15, 20 ans. Et ce qui va consommer plus de 90% du temps, ça va être son énergie. Donc, il vaut peut-être mieux acheter un matériel 2 ou 3 fois plus cher à l'achat, mais qui va vous coûter en OPEX 4, 5, 10 fois moins au quotidien. Et surtout, un gros point, éviter le qui peut le plus, peut le moins. J'ai un besoin d'air comprimé de 10 bars, dans le doute, je vais acheter un compresseur de 20 bars. Ça arrive très souvent parce qu'on se dit que... Alors, si c'est programmé dans le cadre d'une croissance, pas de problème. Mais très souvent, dans le doute, on se dit que le matériel va peut-être être un peu limite, on prend un petit peu plus puissant, alors qu'un matériel bien dimensionné fonctionne très bien pour son besoin. Pour être encore plus pratico-pratique, plutôt que vous parler de grands chiffres théoriques, je vais prendre un exemple d'une entreprise en région qui a fait des actions d'efficacité énergétique. C'est l'entreprise Le Mailleux, donc à Saint-André-les-Lilles, qu'on a pu accompagner quand les dirigeants ont repris l'entreprise. Leur volonté était de se dire nous, on veut être zéro carbone en 2030. C'est le constat de départ. Ça peut être un constat, je veux faire des économies d'énergie, ou ma facture me coûte trop cher, ou j'ai envie de m'engager dans ces sujets-là. Et à partir de ça, de manière très pratico-pratique, c'est on va pas mener des actions, on va dire tout azimut, on se pose d'abord, on fait un état des lieux, on regarde où sont les principales déperditions, où sont les axes prioritaires en fonction de tel ou tel levier. Eux, leur levier était le choix zéro carbone. Ça peut être un choix en kilowattheure, ça peut être un choix en économie financière.
un choix en termes de nuisance, etc. Ça, c'est libre à la stratégie et au choix du dirigeant de prioriser les actions. Donc lui, par exemple aussi, alors, par exemple aussi simplement, mais forcément, c'est un travail d'état des lieux qui a été important, c'est de prioriser tous les flux, donc eau, énergie, déchets, de regarder où il y avait des économies à faire. Donc les lampes avaient rarement, voire jamais été changées. Donc forcément, si on part là-dessus, on peut vite atteindre du moins 35%. Avec la même réflexion de, là, ils avaient quelque chose comme 300 luminaires, on les a réduits à 250, et en passant à la LED, ça a permis, sur ce moment-là de passage, d'encore réduire un peu, parce que la LED est quand même beaucoup plus performante, ça a permis de réduire les consommations. La même chose sur les compresseurs, hein, c'est exactement ce que j'évoquais. Ils avaient des compresseurs qui dataient d'une période où les machines avaient des besoins énormes, qui étaient très mal dimensionnés. En réoptimisant un petit peu, ça leur permet de baisser leur consommation d'énergie et de facto d'économiser un petit peu moins de 10 000 euros juste sur ce poste-là. C'est pas négligeable pour une entreprise, ça reste des fonds qu'on peut réinvestir sur d'autres actions environnementales et de pousser un peu les curseurs, le faire différemment, c'est l'action énergie renouvelable et de se dire aujourd'hui j'achète de l'énergie, elle vient d'où? Je sais pas, est-ce qu'elle est verte? Je sais pas, donc il y avait ce premier bloc-là et continuer à pousser les curseurs avec de la production d'énergie qu'on maîtrise sur le site. On sait combien elle nous coûte, on sait à combien elle nous revient, ça permet de maîtriser sa consommation. Et ensuite, tout ce qui va être sur le chauffage. Hein. Lui, son critère était le carbone, il y avait encore une vieille chaudière fuel. Très vite, ça s'est vu là-dessus. Et après, tout ce qui était les consignes, la gestion globale des refroidissements, voilà, en soi, il y a beaucoup de sujets. L'idée, c'est d'être très pragmatique sur ça, de les passer au scope. Comment je gère mon éclairage? Est-ce que de quand datent mes équipements? Quel est mon vrai usage? Est-ce que j'en ai vraiment le besoin? Récemment, on a accompagné une entreprise qui voulait absolument mettre des panneaux solaires en autoconsommation. Donc, on a fait, les calculs avaient été faits sans faire les premières étapes de faire avec moins. En fait, les calculs étaient basés simplement sur un usage d'un compresseur qui tournait toute la journée alors qu'il n'en avait besoin qu'une seule heure par jour. Donc, la consommation d'énergie a été baissée de quasi 85%. Et le projet solaire s'est vu un peu redimensionné forcément parce que son talon de consommation, sa base de consommation était biaisée au début. Donc lui a fait des économies et a essayé d'éviter un peu de surinvestir et d'avoir un projet qui soit beaucoup mieux dimensionné à ses besoins. Et pour ça, effectivement, il y a beaucoup de financements en région et en France. Encore plus dans le cadre du plan de relance, à la fois il y a des appuis sur les aspects techniques, vous aider à trouver qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelle mesure, à qui, quoi aller voir, comment y travailler. Donc à la fois les chambres de commerce, le conseil régional, l'ADEME, les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence, les filières. Aujourd'hui, il y a un gros vivier là-dessus, à la fois technique et aussi financier. Alors, au-delà de tout le microcosme qu'il y a autour de REV 3, il y a aussi tous les fonds ADEME, les fonds communs avec le conseil régional, les certificats d'économie d'énergie, des livrets bancaires, il y a BPI, il y a le plan de relance. Aujourd'hui, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que tout projet REV 3 ou développement durable qui est bien réfléchi trouvera ses appuis. Aujourd'hui, on n'a quasi pas de projet qui ne trouve pas de financement. L'essentiel, c'est de bien dimensionner, bien réfléchir à son besoin, son projet. Et derrière, depuis que je suis à la CCI, on n'a jamais trouvé un projet qui n'a pas trouvé de financement quand le projet était bien réfléchi. Là, je vous ai mis une petite slide, vous l'aurez, je vais la passer très rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu tout le scope des aides qu'il peut y avoir à la fois dans le cadre du plan de relance, dans le cadre, donc c'est les petits macarons plan de relance, dans les financements classiques, et à la fois du prêt, de la subvention, de l'avance remboursable, des fonds à l'innovation quand vos sujets vont toucher à un process un petit peu plus innovant sur l'éco-conception, sur la rénovation énergétique, donc sur l'isolation, sur les LED, sur les nouveaux moteurs, sur un nouveau process. Là, par exemple, il y a une entreprise pas sur les ports de Lille malheureusement, mais sur Envelin qui est en train de développer un nouveau produit qui va faire des économies d'énergie chez ses clients finalement. Et ça a pu bénéficier d'un financement dans le cadre d'un appel à projet ADEME qui est sur les projets innovants qui ont un impact positif sur l'environnement. Donc, c'est quand même des thèmes larges et là-dedans, c'est important de bien réfléchir à ça. Et après, autour de ça, vous avez forcément une structure qui s'appelle REV 3 Financement. Il me reste quelques secondes pour avancer là-dessus. REV 3 Financement, c'est le scope inverse. C'est vous venez avec votre projet
Et il est passé à la moulinette avec tous les financeurs que j'ai évoqués sur la slide d'avant, qui sont tous ensemble autour de la table. Vous, ça vous évite d'aller toper à toutes les portes et d'attendre que le financeur A vous dise oui, si le B vous dit oui, mais le B va attendre que le C dise oui, et ainsi de suite, ce qui est souvent le cas. Et là, ça permet d'avoir un peu l'effet inverse. De dire, voilà, le projet est structuré et on a tous les financeurs autour de la table le même jour, de dire, voilà, qui finance quoi, comment, en fonction des scopes, des critères, etc., pour essayer de maximiser la réussite du projet, ce qui vous permet souvent de passer le cap sur ces sujets-là. Rapidement, certificat d'économie d'énergie sur le sujet, Port de Lille pour en parler un petit peu. C'est toute action qui va vous permettre de faire des économies d'énergie. C'est un dispositif d'État qui existe depuis une dizaine d'années, qui vous permet entre 10 et 30% en moyenne de financement sur des sujets à la fois industriels, tertiaires, sur l'éco-conduite, par exemple, de vos chauffeurs. Sur les ports de Lille, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont amenés à avoir des activités de logistique. Il faut investir sur un logiciel de suivi de carburant, de remplacer des véhicules thermiques par des véhicules plus performants. Vous voyez, du relamping, de l'isolation, etc. C'est des dispositifs qui marchent plutôt bien. Je vous ai mis tous les liens. C'est super simple à remplir. Mais encore une fois, il faut que son projet soit dimensionné. Donc, commencez à réfléchir de quoi j'ai besoin. Faire vos devis avec les acteurs en question. Souvent, sur tous les aides, ne signez pas vos devis avant de déclencher les aides. Il faut d'abord faire ces devis, on déclenche les aides, et après, on déclenche les dossiers d'aide et après, on valide ces devis. Toutes les aides en France, en 99% des aides sont incitatives. Donc, un dossier qui est passé début d'année, malheureusement, ça sera compliqué. Et ça, c'est un super bon dispositif aujourd'hui qui peut financer. Là, récemment, j'ai une entreprise qui a changé ses compresseurs, a mis en place des puits de lumière. Sur les puits de lumière, il y a eu un peu plus de 72 000 € de subvention dans les IC2E. Donc qui était à peu près 40% du devis. Ça permet de passer le cap et d'avoir un site industriel avec de la lumière naturelle qui est quand même beaucoup plus agréable pour les collaborateurs. Ça permet de se mettre le pied à l'étrier et de passer le cap avec un financement qui est assez intéressant. J'ai mis 10 à 30% en moyenne. Il y a certains sujets, on va beaucoup plus haut. Si vous avez des sujets froids sur la récupération de chaleur sur le froid, là, on atteint les 100%, mais c'est assez situationnel par rapport à vos process. Voilà, c'est un petit focus sur un des dispositifs. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est de bien travailler son projet, de bien le coordonner. Et après, effectivement, il y a des effets d'opportunité avec tel ou tel dispositif, encore plus en ce moment avec le plan de relance. Vous l'avez vu, il y a de l'aide pour tous les projets, pour toutes les tailles, pour toutes les structures. Donc, il faut bien déblayer un petit peu tout ça. Et ça, c'est la slide de synthèse. Gardez bien ça en tête. Faire avec moins, faire mieux, faire différemment. Structurer son besoin. Pensée globale, parce que votre matériel, ok, vous l'achetez en 2021, mais il va vous durer quelques années. Et n'hésitez pas à vous faire conseiller, vous entourer. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs qui accompagnent, qui sont là pour vous aider à structurer vos projets ou vous aider à aller chercher les financements. Donc, n'hésitez pas à aller les solliciter. Ça, il y a beaucoup. Voilà, on est une région qui collabore beaucoup sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des ports de Lille ou de vos référents techniques de fédérations, de chambres de commerce, etc., qui sont là pour vous sur ces sujets-là. Vous avez toutes mes coordonnées au besoin. Il y a le site Rêve3, il y a pas mal d'infos. Et puis, j'en ai terminé en termes de timing là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Merci Tanguy. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, c'est pour ça, un petit rappel, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur la plateforme. En attendant, peut-être Tanguy, je me permets de poser quelques questions que j'ai vu souvent. Les entreprises posent des questions au niveau de certificats d'énergie, C2E. Est-ce que, donc c'est des primes, est-ce que, en fait, qui est éligible? Est-ce qu'il y a une taille ou un secteur qui est éligible spécifiquement? Et est-ce que, par exemple, on peut bénéficier de plusieurs primes, de plusieurs aides dans le même secteur? Est-ce qu'on peut accumuler déjà ce type d'aide? Alors, les C2E s'adressent à tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, sans distinction. La seule condition, c'est d'avoir des projets qui vont faire des économies d'énergie en kilowattheure. Donc, isoler, mettre de la LED, remplacer des véhicules qui
sont pas performants. Même les mousseurs pour les robinets pour économiser l'eau sont éligibles parce que le législateur considère que si on consomme moins d'eau chaude, on va consommer moins de kilowattheures, par exemple. Donc là-dessus, c'est très large. Sur les sites que je vous ai mis, il y a la liste de toutes les fiches éligibles. Il y a, là, il doit y avoir 184 ou 200 fiches. En fait, pour structurer ça, l'État a donné des fiches standardisées, ça s'appelle, où c'est une fiche opération, par exemple, sur la mise en place de l'aide. Il va vous expliquer les caractéristiques qu'il faut avoir. Là, par exemple, on est en train de voir avec une entreprise qui est en train de faire de la LED et de l'isolation. Il y a les caractéristiques de l'isolant qu'il faut mettre. Donc ça, on l'a récupéré et pour faire les devis, on demande à avoir un isolant qui correspond à ces caractéristiques-là. Donc ça marche plutôt bien. Elles sont assez faciles à comprendre pour le coup. Et ta deuxième question, c'était effectivement, alors vous pouvez faire autant de projets que vous voulez. Sur les C2E, il vaut mieux essayer de les massifier d'un coup si vous avez plusieurs opérations. Même si vous le faisiez sur 2-3 ans, plus le dossier est gros, plus le financeur va être intéressé, forcément. Si vous venez avec 3 ampoules le lundi et que vous revenez dans 3 semaines avec 3 autres ampoules, forcément, il va être un peu plus réticent que si d'un coup vous venez avec 6 plus un compresseur, plus des véhicules, forcément. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je ne l'ai pas précisé, il y a aussi des aides sur les financements des bornes de recharge de véhicules électriques qui rentrent dans ce contexte-là, parce que forcément, en utilisant des véhicules électriques, vous allez, au prorata, mais consommer aussi moins d'énergie, parce que les véhicules électriques sont quand même plus économes que des véhicules diesel ou essence. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi, il y a des financements. Justement, les ports de Lille en avaient pas bénéficié pour les bornes que vous avez installées. Et c'est cumulable, les C2E, avec les autres aides, style le crédit d'impôt, style les fonds ADEME, etc. C'est aussi cumulable. C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir son projet avant d'aller trop vite et de se dire « Ah zut, j'ai été trop vite, j'ai raté peut-être 35% de subvention. » C'est quand même dommage dans le contexte actuel. Oui, j'ai une autre question. En fait, souvent, c'est un peu le cas de Port de Lille. Nous avons des clients qui sont propriétaires de leur bâtiment et bien sûr, nous avons des locataires. Si je suis un locataire, je peux aussi bénéficier des primes ou il faut passer par Port de Lille pour justement… Comment ça se fait? Alors, ça dépend du sujet de la prime. Si c'est une prime sur de l'équipement, du process, besoin de changer un moteur, un compresseur, ça, le locataire peut très bien le faire. Lui, en tant que c'est son activité, c'est ses investissements. Ça, il n'y a pas de problème. Sur le bâtiment, en tant que locataire, que ce soit une aide ou pas, c'est toujours la réflexion qu'on a et la discussion qu'on a avec notre propriétaire. Que, comme on n'est pas propriétaire des murs, réaliser de l'isolation, la question se pose toujours en tant que locataire. C'est plutôt sur ce contexte-là. Le locataire peut très bien faire. En fait, celui qui va bénéficier des aides, c'est celui qui finance les travaux. Donc, si le locataire est prêt à financer des travaux d'économie d'énergie sur le bâti, même en tant que locataire, si c'est lui qui finance, c'est lui qui touchera les aides. La seule réflexion, c'est les discussions qu'on peut avoir avec son propriétaire entre vous et vos locataires, par exemple. Oui, voilà, c'est justement, je pense, Jean-Marie Larzabal, notre collègue responsable du patrimoine, il parlera justement de ce type de collaboration entre les locataires propriétaires les clients de Port de Lille et le port lui-même. Super, merci beaucoup Tanguy pour ta présentation, c'était très intéressant. Je vous propose de passer à la suivante présentation, c'est Monsieur Ernigou, dirigeant de Cohérence Énergie. J'espère qu'il est connecté. Voilà, vous êtes là, super. Est-ce que vous pouvez partager votre présentation? Voilà, on parlera des modes de valorisation des énergies renouvelables électriques, notamment panneaux solaires et éoliens. Voilà, c'est parfait. Oui, bonjour. Donc Nicolas Ernigou, je suis gérant de la société d'ingénierie Cohérence Énergie, basée sur la métropole lilloise. Donc effectivement, j'interviens sur les modes de valorisation des énergies renouvelables électriques sur les ports de Lille et notamment un focus sur le photovoltaïque et l'éolien. Je vais vous présenter quelques axes de déploiement, notamment sur les bâtiments et sur du foncier accessible à proximité des bâtiments. Donc juste pour donner quelques éléments de cadrage, les énergies renouvelables électriques, éoliens et photovoltaïques connaissent une forte évolution depuis moins de 10 ans en termes de compétitivité et de coûts de production. Juste pour vous donner quelques éléments de cadrage, entre 2009 et 2019, rien que le photovoltaïque a connu une baisse de près de 90% de son coût de production.
du kilowattheure généré sur un site. En France, ça s'est traduit par une baisse sur la période 2013 à 2019, une baisse du coût des modules photovoltaïques, donc des panneaux solaires, de près de 70%. Ça signifie qu'on atteint aujourd'hui ce qu'on peut appeler la parité réseau dans la plupart des cas, c'est-à-dire qu'on peut produire sur site à un coût équivalent, voire plus bas que celui qui est pris sur le réseau public. Le coût de production, que ce soit éolien ou photovoltaïque, se situe dans une fourchette qui va de 50 à 110 euros par mégawattheure. Et aujourd'hui, on sait faire des projets suivant des choix techniques précis qui peuvent permettre d'être plutôt dans des niveaux de 50 à 80 euros du mégawattheure. Donc pour mémoire, là, sur des sites industriels, on va être plutôt généralement sur des approvisionnements qui tournent sur une facture plutôt des ordres de grandeur avec les taxes comprises d'à peu près 100 euros du mégawattheure, voire au-delà. Et donc on est sur des possibilités de produire sur site dans le réseau électrique interne des bâtiments à des coûts intéressants. En parallèle de ça, une tendance de fond qui s'amplifie et s'accélère depuis quelques années, hein, c'est une volonté d'approvisionnement en énergie renouvelable et entre guillemets d'électricité verte de la plupart de beaucoup d'entreprises, notamment aussi de grands noms à l'échelle mondiale, européenne et depuis quelques années en France. Et donc on voit cette appétence de plus en plus forte pour aller s'approvisionner en électricité verte et tous les enjeux de consommation responsable. Donc on peut faire des liens avec tout ce qui est aussi la RSE pour les entreprises. Donc voilà, il y a même des collectifs à l'échelle mondiale. Vous voyez ici la RE 100, donc c'est une centaine d'entreprises d'échelle internationale qui se sont engagées à s'approvisionner en 100% énergie renouvelable dans les années à venir. Des exigences de production sur site qui s'accélèrent et qui deviennent aussi de plus en plus fortes, hein, que ce soit par la réglementation thermique et énergétique de manière générale, soit pour de la construction neuve, soit pour de la rénovation énergétique de bâtiments. Des enjeux de limitation aussi, de risque de la volatilité de l'énergie sur le marché. Donc c'est vrai qu'on constate une envie des entreprises de sécuriser désormais sur le moyen long terme de la production, de sécuriser des prix d'achat d'électricité. Ça renvoie des dépenses. Et on constate aussi un souhait d'entreprise de se projeter sur une image et une capacité d'innovation, de créer une attractivité nouvelle pour leurs services et leurs biens, et leurs produits. Vous voyez ici un petit peu un exemple d'accompagnement, notamment à travers REF3 en région, d'une usine en fait qui a souhaité se projeter sur la conversion et la rénovation de son site entre l'état initial 2020 et finalement la projection après rénovation 2025, et avec un souhait de l'équipe dirigeante qui était à la fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des enjeux de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de maîtriser, baisser les charges d'exploitation, tout en augmentant finalement son activité. Et les énergies renouvelables font partie de ce lot d'intervention, notamment sur la partie solaire photovoltaïque en autoconsommation. J'y reviendrai un petit peu après. Un dernier cadre réglementaire, c'est depuis 2019, la loi énergie-climat et le code de l'urbanisme qui prévoit que l'obligation de végétaliser ou d'équiper en production d'énergie renouvelable toute nouvelle construction de plus de 1000 m² d'emprise au sol. Alors ça peut se faire soit sur le bâtiment, soit sur des aires de stationnement, des parkings, à hauteur de 30% de la surface. Sur le photovoltaïque, quelques indications. Le photovoltaïque présente une forte adéquation avec les surfaces artificialisées. Donc c'est tout l'engouement qui tourne autour de ça, sur des grandes surfaces, notamment logistiques, des grands bâtiments qui sont tout à fait ce qu'on retrouve comme cas de figure sur les ports de l'île. Différentes typologies d'implantation du photovoltaïque. On peut venir s'adosser à une toiture, on peut venir équiper de brise-soleil qui ajoute du confort, notamment en été. Du mobilier entre guillemets urbain, des abris vélos, des ombrières de parking, de stationnement. On peut venir au sol sur des espaces résiduels ou des délaissés fonciers. Voilà,
Voilà, donc plusieurs configurations, toujours des points de vigilance, c'est assez normalisé. Un autre exemple, ce qu'on appelle des trackers, hein, qui se trouvent aussi en périphérie, notamment sur des périphéries de bâtiments et sur des zones d'activité, qui permettent de limiter l'occupation au sol. Voilà, quelques ordres de grandeur. Sur un exemple de site industriel à proximité de Lille, hein, ici une emprise de 150 à 200 kW crête, hein, ça représente 100 kW crête, c'est à peu près 600 mètres carrés de surface de toiture à équiper. Donc on verra des exemples sur les ports de Lille, mais sur des bâtiments de grande surface, ça présente vraiment des effets intéressants. Une ombrière de parking, par exemple, de quelques dizaines de places peut tout de suite aussi être intéressante et apporte aussi d'autres fonctionnalités au site. Et enfin, éventuellement, des centrales au sol. Donc un certain nombre de prérequis, hein, notamment, il est plus simple de construire des bâtiments neufs en disposant des prérequis, notamment la capacité à porter de la charge supplémentaire, que les systèmes de pause et d'étanchéité soient compatibles. Il est généralement un petit peu plus complexe de le faire sur des bâtiments à rénover, où il y a des enjeux d'adaptation préalable des bâtiments. Voilà. Et il n'est plus non plus strictement nécessaire d'être orienté plein sud, puisque désormais la compétitivité du photovoltaïque permet aussi de raisonner sur des configurations est-ouest pour suivre la course du soleil du matin au soir. Plusieurs effets de seuil à respecter, que ce soit en basse tension ou en haute tension, suivant comment le site est raccordé. J'y reviendrai plus tard s'il y a des questions, mais voilà, on a un certain nombre un cadre réglementaire qui peut parfois paraître complexe, mais sur lequel on peut facilement se positionner une fois qu'on a des surfaces identifiées. Sur l'éolien, différentes typologies. On peut classer 3 catégories. Il y a le grand éolien, qui est plutôt sur des zones très dégagées, qui est sur des grandes surfaces de production, où là on a des grands producteurs énergéticiens. Et après on a les 2 catégories intermédiaires, qui sont le petit éolien et le moyen éolien. Dans le petit éolien, où on va retrouver aussi ce qu'on appelle l'éolien urbain, on va être sur des petites puissances, autour de 1, 2 kW, 5 kW d'installation. On est sur des hauteurs de mât qui généralement n'excèdent pas 12 mètres, pour notamment respecter le fait de ne pas déposer de permis de construire et de ne pas être en déclaration ICPE, donc installation classée pour la protection pour l'environnement. Parfois, on voit des implantations sur les bâtiments. Point de vigilance, il faut que le bâtiment soit apte à accueillir aussi du poids et des turbulences par la structure. Sur ces gabarits, on est aussi sur des niveaux de production qui finalement peuvent parfois être assez faibles, surtout quand on est moins bien exposé. Hein. C'est sûr qu'on n'aura pas le même vent à Dunkerque qu'à Lille. Donc voilà, c'est des niveaux de production qui peuvent être assez bas, et donc ça nécessite, dans un environnement un peu bâti, plutôt d'aller chercher du vent en hauteur, qui va être plus propice. Donc on a une autre catégorie intermédiaire qui s'appelle le moyen éolien, sur lequel on reste quand même dans un cadre réglementaire assez simple, qui nécessite éventuellement un permis de construire et une déclaration ICPE qui peut s'avérer assez simple. Mais vous voyez, un petit peu en dessous, la production attendue est quand même plus significative et plus dans les ordres de grandeur de consommation d'une entreprise, entre 10 et 25 000 kWh quand on met une éolienne de 50 kW, et jusqu'à 1000 à 2500 MWh par an pour une éolienne de 500 kW. Voilà, et on a toute une catégorie intermédiaire autour de 100 kW. Je vais montrer juste après. Alors, une petite vigilance toutefois sur le petit éolien, où on a une petite difficulté à trouver à la fois des conditions de vent suffisantes, comme je l'ai évoqué, et il est nécessaire d'opter sur des choix technologiques plutôt éprouvés. Voilà, on a régulièrement quelques modèles d'éoliennes, des tentatives d'expérimentation, et il y a quelques modèles qui sont éprouvés dans le monde pour permettre de produire dans la durée. L'éolien en site industriel, donc plutôt la catégorie entre 25 kW et 500 kW, où on va retrouver finalement des implantations tout à fait possibles au sein des bâtiments, en périphérie immédiate. Vous voyez par exemple la photo du bas, c'est sur une zone portuaire en Belgique, et cette éolienne fait 100 kW.
Donc on est sur des ordres de grandeur de production qui peuvent atteindre facilement 200 MWh par an. Et vous voyez un petit peu les dimensions, on n'est pas du tout dans le grand éolien, on est sur des choses tout à fait acceptables pour équiper des zones d'activité. Ça se voit assez peu en France, mais dès qu'on franchit les frontières en Europe, on a fréquemment ce type de modèle. Les modes de valorisation de la production, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque, il est possible de vendre la totalité. Donc on est dans une logique de producteur d'énergie sur le réseau public et ça confère généralement un cadre sécurisé, souvent un dispositif d'État qui permet de contractualiser sur une longue durée, qui peut être de 20 ans par exemple, sur le photovoltaïque notamment, et qui apporte une sécurité, une garantie pour créer un plan d'affaires. Donc on est dans une logique investisseur. On a désormais, comme je l'ai évoqué notamment pour le photovoltaïque, la perspective de l'autoconsommation individuelle, qui est de produire sur son propre bâtiment, son propre site de consommation. Et donc on vient en fait se caler au mieux, trouver l'optimum par rapport aux activités du site. Donc ça permet de raisonner sur une maîtrise des charges, d'achat d'électricité. Il est possible de vendre le surplus si on n'arrive pas bien à coller au profil de consommateur. Et on a un modèle désormais beaucoup plus ambitieux et pertinent, qui est l'autoconsommation collective et les communautés d'énergie renouvelable, qui rentrent complètement dans la démarche REF 3, qui est en fait d'agréger sur une zone d'activité plusieurs consommateurs quand on a trop de production. Et donc on va raccrocher des compteurs périphériques sur une certaine distance à proximité. Voilà, donc ça crée un ancrage et une nouvelle économie de la coopération qui est très, très intéressante. Voilà. L'enjeu de l'autoconsommation, c'est, comme je l'évoquais, c'est de bien synchroniser l'offre et la demande. Donc si on ne parle pas actuellement de stockage, il faut qu'on vienne bien dimensionner l'installation par rapport aux besoins de l'entreprise et de l'activité. Accessoirement, on peut imaginer du stockage, mais qui renchérit le coût d'investissement. Donc ça se fait au cas par cas. Voilà, donc un enjeu de synchronisation. Et quand on vient travailler sur l'autoconsommation collective, on vient en fait diviser cette production et la répartir entre différents consommateurs qui acceptent de se regrouper et d'échanger de l'énergie entre eux sur différents bâtiments. Voilà, donc l'enjeu de l'autoconsommation collective et de la communauté d'énergie renouvelable, donc ce sont des outils réglementaires désormais de droit français qui permettent de travailler sur cette répartition qui peut concerner des acteurs privés comme des acteurs publics et qui nécessite de mettre un cadre de répartition, de mutualisation au sein d'une zone d'activité. Voilà, donc ça donne une autre couleur finalement à ce type de projet pour travailler sur notamment des enjeux de résilience sur un territoire. Voilà. Et enfin, d'autres perspectives qui se travaillent dès à présent, c'est de trouver des synergies, notamment des usages, par exemple la mobilité électrique, que ce soit sur des véhicules ou des bornes de recharge aussi vélo. On peut travailler sur des enjeux de conversion. On parle beaucoup d'hydrogène. Il se trouve dans les centres logistiques, on parle aussi pas mal de chariots élévateurs qui peuvent être soit approvisionnés par de l'électricité, voire de l'hydrogène. Et enfin, envisager du stockage d'une autre manière. Voilà, donc il y a plusieurs configurations possibles pour exploiter cette valorisation de la production d'énergie. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toute question. Merci, Monsieur Hernigou, c'est très intéressant. Effectivement, moi, je me pose la question, comment on choisit entre la bonne énergie? Donc, nous avons des éoliennes, nous avons aussi biomasse, nous avons panneaux solaires. Quelle est la bonne énergie à choisir? Comment on le fait pour être autonome, par exemple, sur un site industriel, comme par exemple Port de Lille? Alors, en général, on a tendance à... Alors effectivement, il y a des entreprises qui recherchent l'autonomie. Nous, on a tendance à conseiller que c'est pas tant une recherche d'autonomie, parce que finalement, on a un réseau public qui est très structuré en France. On a cet atout-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant plutôt de se mettre en relation avec ce réseau public, de chercher une forme de réduire la dépendance vis-à-vis du marché de l'énergie, et donc
d'être plutôt dans la capacité à améliorer la production sur site, de la faire coïncider finalement avec les enjeux de consommation, ça permet aussi d'apporter des bénéfices au réseau, parce que finalement le réseau, on l'allège, donc ça permet d'éviter des coûts de travaux, de renforcement et autres. Donc l'indépendance peut être recherchée en regardant le site et effectivement en regardant ses atouts, son positionnement géographique, notamment pour l'éolien par exemple. Sur le photovoltaïque, on va chercher un petit peu à qualifier les surfaces disponibles. On va être avant tout à regarder aussi les besoins en termes de est-ce qu'on est sur de la demande électrique ou de la demande de chaleur thermique ou de froid. Donc c'est vrai que du coup, le positionnement des énergies renouvelables va être en fonction de ça. Après, on assiste progressivement aussi à un transfert d'usage un peu plus vers l'électricité. Hein. C'est le cas par exemple de la mobilité. Donc c'est vrai que c'est intéressant de regarder et de projeter l'entreprise sur ses besoins et ses évolutions d'activité. C'est sûr que on voit sur quelques entreprises qu'on accompagne, leur souhait par exemple de faire évoluer la flotte de véhicules vers de l'électrique peut inciter à anticiper ça d'un point de vue production d'énergie renouvelable. À l'inverse, si on est sur des process qui ont des besoins thermiques, ça va être intéressant de regarder le solaire thermique, la biomasse, la géothermie. Le site qu'on a évoqué tout à l'heure, où j'ai balayé un scénario de rénovation, on est sur un process qui nécessite des enjeux thermiques. Donc on a travaillé les aspects géothermie, en plus du photovoltaïque qui répondait aux besoins électriques du site. Donc c'est les énergies qui se combinent, justement, pour avoir une palette des solutions sur un seul endroit. Oui. Tout à fait. Non, c'est très intéressant et j'espère voir là qu'au port de Lille, voilà, on continue à travailler sur cette manière de réfléchir et d'aussi mettre en place des énergies renouvelables. Et justement, c'est pour ça que je laisse la parole à Jean-Marie Larzabal, notre responsable du patrimoine, qui va présenter justement les actions qu'on souhaite mener pour être encadré au niveau des décrets tertiaires qui demandent la baisse de consommation de l'énergie à 40% d'ici 2030, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Jean-Marie, je te laisse la parole justement pour nous préciser des détails. Merci Xenia, bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire part donc, de l'efficacité énergétique à Port-de-Lille par rapport à la suite de toutes ces présentations. Donc ma partie va se découper quand même va être scindée en 3 thématiques, les énergies renouvelables, le décret tertiaire et quelques exemples d'actions que nous menons sur les ports de Lille. Dans le cadre des énergies renouvelables pour la production d'électricité, nous avons justement bénéficié de l'accompagnement de Cohérence Énergie pour avancer dans notre réflexion sur le sujet qui était porté donc dans le cadre REV 3. C'est vrai que nous sommes sur multi-sites, nous avons une dizaine de sites portuaires avec de grandes surfaces de toiture et de foncier disponible, justement comme précisait Monsieur Ernigou, donc il y a du potentiel très certainement par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques. Toutefois, nous avons travaillé sur les sites de Lille et de Sante dans le cadre d'une étude pour la mise en place de panneaux photovoltaïques et d'installation de micro-éoliennes urbaines. Donc, on s'est restreint sur ces 2 sites qui sont les sites principaux. La démarche mise en place donc et proposée par Cohérence Énergie était donc découpée en 3 phases: l'étude du potentiel, l'étude de la faisabilité technique et ensuite l'installation et l'exploitation. Dans les avancées actuelles, nous sommes au niveau de l'étude du potentiel, donc qui a été remis, le rapport qui a été remis par le Cohérence Énergie. Donc pour ces 2 thématiques, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque. Donc c'est vrai que le potentiel, on a pu déjà donc définir le périmètre, définir les zones, imaginer également les bâtiments sur lesquels également il y avait un intérêt à étudier ce potentiel. Donc l'étude de faisabilité technique venant ensuite sur des éléments beaucoup plus techniques
par bâtiment, suivant la résistance, suivant les possibilités de se raccorder au réseau, suivant beaucoup d'éléments techniques qui nécessitent donc des études pointues, alors que l'étude potentielle était quelque chose de beaucoup plus généraliste par rapport à du gisement et par rapport à un potentiel beaucoup plus large. Au niveau donc de la première phase qui était l'étude du potentiel petit moyen éolien, donc là les études se concentraient sur le petit éolien et ces études ont montré une capacité de vent faible et peu propice à des hauteurs inférieures à 10 mètres, ce qui fait qu'on n'a pas donné suite et on ne donnera pas suite à cette réflexion-là. Et par ailleurs, on n'a pas étudié les éoliennes 30-40 mètres, voilà, vu le contexte urbain de nos sites actuels. Nous ne sommes pas sur des grands sites maritimes où là, les surfaces ne se mesurent pas de la même manière. Au niveau de l'étude du potentiel photovoltaïque, donc l'étude a montré que 9 bâtiments du port de Sante bénéficient d'un potentiel photovoltaïque en toiture. C'est vrai que les grandes surfaces des bâtiments et la structure se prêtent à supporter des centrales solaires. Toutefois, certains bâtiments ont pu montrer leurs limites également. C'est vrai que si ce sont des bâtiments avec de l'amiante-ciment ou des résistances tout de suite déclarées non satisfaisantes ou un positionnement ombragé ou autre, font que tout de suite ces bâtiments-là ont été éliminés. Donc il en reste quand même 9 qui nécessiteront donc une étude de faisabilité technique que nous devons donc décider très prochainement. Donc voilà, ça c'est donc cette partie d'études sur les énergies renouvelables qui sont très importantes à l'époque actuelle et que nous cherchons à mener au sein de Port-de-Lille. Le deuxième thème que je voulais évoquer, c'était ce qu'on appelle le décret tertiaire ou l'éco-énergie tertiaire. Vous en avez entendu parler et Xenia Banovac en a fait référence à l'instant sur les obligations réglementaires nous obligeant à une réduction de consommation d'énergie. Donc là, vous voyez sur le slide les besoins évoqués. On parle de 40% de réduction d'énergie pour 2030, 50% pour 2040, 60% pour 2050. On fait référence à quoi? On fait référence à une année, à la meilleure des années depuis 2010, qui va être étudiée par rapport à différents critères. Donc forcément, nous sommes tous touchés par, ou la plupart seront touchés par ces obligations. Dans le cadre de Port-de-Lille, donc nous avons nos propres bâtiments. Donc là, Alain Lefebvre soulevait, signalé tout à l'heure, donc on est pratiquement à 300 000 mètres carrés de plancher. Mais au port de Lille, il y a également des entreprises qui ont construit leurs propres bâtiments qui sont également touchés par ce genre de problématique, ou de réglementation. Dans le cas présent, nous allons réfléchir et se restreindre seulement à nos propres bâtiments, bien sûr. Dans ces bâtiments, nous, port de Lille, nous exploitons une très faible partie. La plupart sont donc loués. Nous reviendrons vers les locataires pour se mettre en phase avec eux sur la manière dont nous allons porter ces obligations réglementaires. Quoi qu'il en soit, cette réflexion doit être faite à partir de certains également critères, voir si on rentre dans les critères d'obligation. Donc, ce sont tous les bâtiments publics ou privés à usage tertiaire supérieur à 1000 m². Il faut comprendre par tertiaire, donc ça peut être tous les bâtiments logistiques, tous les bâtiments de bureaux, tous les bâtiments de magasins qu'il pourrait y avoir, sont touchés par cette réglementation. Ce qui fait que chez nous, je vais vous le montrer dans les slides prochaines, le nombre de bâtiments et de locataires touchés est quand même très important.
Nous avons des échéances données qui ont été plus ou moins aménagées. Quoi qu'il en soit, pour le 30 septembre 2021, nous avons une obligation d'intégrer dans une plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opéra l'ensemble de notre patrimoine pour lesquels nous allons ensuite, dans les années qui suivent, devoir répondre à des obligations. L'étape 1, recensement des bâtiments impactés. Donc au niveau du bâtiment de Port-de-l'Île, nous avons 57 bâtiments et nous avons calculé que nous avons 40 bâtiments qui sont impactés par ce décret. La plupart sont plusieurs de ces bâtiments ont des contrats directs avec des fournisseurs d'électricité et l'électricité, le facteur premier par rapport à ces obligations, on va dire, pour nos propres bâtiments. Parce que nous n'avons pas vraiment de bâtiments actuellement au gaz, nous n'avons que 2 bâtiments, donc on va parler plutôt de l'électricité. Donc par rapport à l'électricité, donc il y en a 20 pour lesquels nous sommes en direct avec les fournisseurs d'électricité. Par contre, il y a 23 bâtiments qui sont en direct pour lesquels les locataires sont en direct avec les fournisseurs d'électricité. Et ces bâtiments-là sont bien sûr propriété de Port-de-l'Île et feront l'objet d'une réflexion avec donc les locataires sur la manière de répondre aux impératifs mentionnés. Donc là, les collectes des consommations 2020 des locataires va être faite avant mi-septembre 2021. Pour ce faire, donc, nous allons auprès de chacun des locataires demander un mandat pour que nous puissions intervenir auprès des fournisseurs d'énergie de manière légale, parce qu'il est bien très important que nous puissions aller directement à la source pour aller rechercher les consommations afin de faire cette démarche de manière automatique. Nous reviendrons ensuite auprès des locataires pour établir avec chacun la limite des interventions. L'étape numéro 3 sera l'enregistrement des données de 2020 avant le 30 septembre 2021. L'étape numéro 4 sera la définition d'une année de référence de consommation avant septembre 2022. L'étape numéro 5 sera l'analyse des objectifs donnés par la plateforme Opéra. Donc à ce moment-là, on nous demandera de réduire donc nos consommations énergétiques. Et pour ce faire, au niveau de l'étape 6, on établira donc un plan d'action et si besoin avec des modulations des objectifs en fonction donc ça peut être d'une vétusteté de bâtiment, d'un devenir d'un bâtiment, d'un équilibre économique qui ne pourrait pas être obtenu. Et donc régulièrement, annuellement, donc on aura un plan d'action à compléter et à suivre jusqu'en 2050. Donc ce sont des obligations réglementaires qui nous concernent. Nous allons nous faire accompagner également par un cabinet pour établir donc les actions à mettre en place sur chacun des bâtiments impactés. Je passe ensuite au niveau du troisième thème qui concerne les exemples d'actions que nous menons au niveau de Port-de-l'Île, au niveau des économies d'énergie envisagées. Pour ce faire, déjà, il faut arriver à mesurer et à comptabiliser nos consommations. Donc, pour ce faire, nous avons fait un travail très conséquent de cartographie de tous nos compteurs
sous-compteurs et sous-sous-compteurs. On peut voir la complexité qu'il peut y avoir sur certains de nos sites. C'est vrai que le port de Lille est quand même historique avec des infrastructures depuis 1950 qui ont forcément évolué, mais qui nécessitent aujourd'hui à évoluer. Et donc là, actuellement, nous envisageons donc de faire des télérelèves de nos différents compteurs. Et il s'avère qu'en rentrant précisément dans tous ces dans toute cette problématique de comptage, on s'aperçoit que bien déjà on commence à faire des économies. Donc c'est ce que disent la plupart donc des prestataires que l'on peut rencontrer. Rien que le fait de bien commencer à mesurer l'énergie, on fait des économies. Donc là actuellement c'est bien le cas, et ça sera le cas également pour chacun d'entre vous dans le sens de cette démarche-là. On voit en tout cas le nombre de compteurs que nous gérons en propre qui est quand même conséquent, qui nécessite donc une digitalisation et d'un monitoring voilà, avec des méthodes beaucoup plus évoluées que celles qu'il y a pu y avoir dans le passé. Un deuxième point d'action qui a été mené par Port de Lille est le remplacement donc, de l'éclairage classique, de l'éclairage public que l'on peut voir sur nos différents sites portuaires, en le remplaçant par du LED. Donc là, par exemple, on voit les sites principaux, l'île Saint-Alluin-Vambrochy, pour lesquels nous avons pu remplacer l'éclairage classique par du LED, qui amène déjà des économies et également un confort et une sécurité au niveau de chacun de nos sites. Au niveau des bâtiments, donc l'ensemble de l'éclairage public des sites n'est pas tout à fait terminé. Donc certaines voiries nécessiteront encore des interventions. Je pense à Sante principalement, par exemple la 6e rue à Sante. Certains de nos sites ne peuvent pas l'être pour l'instant parce que ce n'est pas économiquement encore envisageable. Je pense aux grandes plateformes portuaires qui sont avec des grands mâts et qui aujourd'hui nous posent quand même problème à mettre du LED sur ces sites anciens, sur le grand mât. Au niveau des bâtiments, donc, nous avons déjà mené des actions sur les nouveaux bâtiments construits là, ces dernières années. Je pense au bâtiment 16 sur le port de Sante, le bâtiment 37 sur le port de Sante, pour lesquels, bien sûr, dès la conception, nous avons mis du LED. Dans le cadre de rénovation complète du bâtiment 8 et 12 également sur le port de Sante, nous avons tout mis en LED. Voilà, ce sont des démarches que nous menons pour justement améliorer les conditions et trouver des économies d'énergie mutualisées. Dans ce cadre également, nous réfléchissons également sur certains bâtiments justement à l'économie, à l'énergie à ne pas utiliser, comme précisait tout à l'heure Tanguy Ledoux. Donc oui, pour le remplacement des éclairages naturels, des puits de lumière sur certains des bâtiments qui, de par la vétusté, font que la lumière a vraiment du mal à rentrer parce que ça devient très opaque. Donc voilà deux exemples que nous avons sur Port de Lille. C'est vrai que des projets REP 3, nous en avons pas mal. Et au niveau, des exemples d'économie d'énergie également, c'est vrai que nous avons mis des bornes énergie pour les voitures électriques. La flotte de véhicules électriques, de voitures du Port de Lille a été remplacée par des véhicules électriques également. Voilà, ce sont des actions menées là actuellement ces derniers temps et qui sont prêtes à être poursuivies également à l'avenir. Super, merci Jean-Marie pour ta présentation. Donc, pour récapituler ce que tu viens d'exposer, concernant les clients qui sont locataires, tu viendras vers eux justement pour regarder un petit peu leur consommation avec eux et mettre en place un plan d'action pour répondre aux besoins des décret tertiaires. Et pour les propriétaires des bâtiments sur les sites portuaires, on leur propose quoi exactement? On peut les accompagner ou pas? C'est chacun qui devra intervenir en tant que propriétaire pour mettre en place toutes ces démarches d'une manière obligatoire au sein de la plateforme Opéra, qui est la réglementation finalement
Tout à fait. Donc, on invite tous les clients propriétaires des bâtiments sur le site portuaire de regarder vraiment le décret tertiaire parce que le délai, il me semble, c'est fin septembre. Décider, oui, voilà. Voilà, pour fin septembre, il est vrai qu'il y a une intervention à avoir qui est relativement limitée dans un premier temps parce que justement, il y a eu des délais qui ont été, allongé pour rentrer de l'information précise de consommation. Donc là, dans un premier temps, il y aura juste à déclarer le patrimoine. Ok, ça va. Et la dernière information, c'est que voilà, 9 bâtiments, nous avons sélectionné 9 bâtiments sur le site de Santé-Lille qui sont favorables à l'installation des panneaux solaires. Donc voilà, il y aura une étude de faisabilité qui sera lancée pour voir si c'est possible ou pas techniquement. Voilà, il sera nécessaire de faire une étude de faisabilité maintenant pour voir précisément cette possibilité et ensuite mettre en place les panneaux photovoltaïques pour poursuivre la démarche complète. Non, c'est parfait. Je pense qu'il est temps de terminer. Vraiment, merci beaucoup à tous les intervenants pour vos présentations très intéressantes. Avant de laisser la parole à Alain Lefebvre pour clôturer ce webinaire, un petit rappel que les replays de nos 3 webinaires F3 sur l'économie circulaire, sur l'intermodalité, sur la mobilité et sur l'efficacité énergétique seront disponibles sur YouTube, compte Port de Lille. Si vous êtes une entreprise installée sur un des sites de Port de Lille et vous avez des idées, des projets F3, n'hésitez pas à nous contacter. Je serai ravie de discuter avec vous de vos projets et pourquoi pas vous mettre en contact éventuellement avec mes collègues du port ou quelqu'un de la CCI. Ça, voilà, on avance petit à petit aussi sur tous les autres projets de REF3. Merci à tous pour votre participation. Très bel été à vous et à bientôt. Voilà, Alain. Oui, voilà, merci Sénia. J'ai évidemment rien à ajouter après 3 présentations aussi complètes et approfondies. Au niveau du port, nous savons que nous avons beaucoup de travail, mais nous sommes en plein dedans, donc avec aussi dans d'autres cadres une vingtaine de projets identifiés sur lesquels nous travaillons et certains sont réalisés. Et donc, je m'associe au souhait de bonnes vacances, de belles vacances à tout le monde. Je pense que je m'associe au propos de Sénia. Je pense que vraiment, encore plus que les autres années, nous en avons tous besoin et dont le but est d'aller rechercher de l'énergie renouvelable, si possible, pour tout un chacun. Voilà, un grand merci pour vos participations et contributions. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.